lit. Le carton de forme carrée ou rectangulaire, le rituel paquet de douceur manquait devant notre porte. Plus tard, j'ai pris conscience d'une autre absence. La dégoulinade de notes justes ou fausses, ces couinements de bémol impossibles à atteindre, cette plainte continuelle du sax ténor avait cessé. Pas une voix, pas un grésillement, tout bruit suspendu. Notre voisin s'était-il absenté plus longtemps que de coutume? Était-il mort tout seul dans son coin? Les jours de paix se suivaient, mais au lieu de nous réjouir, ils installaient une sorte de gêne entre Célestine et moi. Nous restions devant nos assiettes vides, dans une pièce assombrie, éclairée par les seuls lampadaires de la rue. Célestine a même laissé passer une fois, sans penser à s'y rendre, son cours de danse. Nous avons décidé de lui rendre visite. Ce que j'ai eu, un zona, sale virus, 3 semaines d'un zona terrible. Mais il fallait nous appeler, au moins nous répondre quand nous avons frappé à votre porte. Dans mon état, puis j'aime pas déranger. Vous êtes si occupé. L'essentiel, c'est que je sois tiré, pas. Il était malade. Guéri, il préserve ses secrets. Il nous échappe encore. Le lendemain, sa radio hurlait des chansons, ses musiques préférées, les plus dansantes, remontaient jusqu'à nous. Le saxo descendait la gamme. Le voisin était bien guéri. Il rattrapait le temps perdu. Il nous claironnait « Je suis là, je suis là !» Nous avons retrouvé notre gaieté en perdant notre paix. 2 saisons se sont écoulées depuis la maladie de notre voisin. Nos chemins se croisent sans heurts de temps en temps. Il me rappelle que je lui dois des chapitres de ma thèse. Je lui promets l'œuvre complète sans cesse différée. Il me redit sa confiance. Je l'assure de mon dévouement à la cause. Nos conversations se répètent à l'identique, à un véritable exercice de style. Nous travaillons nos figures comme 2 danseurs à l'échauffement. Ma vie avec Célestine, sans être désastreuse, n'en était pas moins perturbée. Je l'irritais parfois par mes reproches voilés, mes interrogations ironiques sur les liens avec son partenaire privilégié, le disert maître d'hôtel. Une fois, pour couper court à mes récriminations, Célestine m'a invité à assister à l'une de ses leçons. Me voici dans la cage des grands fauves. Le maître d'hôtel a le sourire carnassier et l'art de la courbette, un vrai professionnel de la courbette. Et il me donne du docteur à n'en plus finir, moi qui déteste ça. Je ne peux pas nier qu'il est de la prestance, un corps fin et robuste, un homme bien conservé. Célestine ne mentait pas. En place, mesdames, messieurs, exercice, assouplissement, reprise, exhibition. Admirons le zèle des jambes, le sérieux des visages.
vérité, les leçons de danse pour mon soulagement sont suspendues. Adieu, maître d'hôtel, et tes ondes délétères. Oublions tes mollets trop noueux et ta courtoisie dangereuse. Septembre nous ramène chez nous, brutal. Célestine reprend ses cours de philosophie et bientôt ses leçons de danse. Moi, mes fonctions au centre médical. Entre deux consultations tonitruantes, on m'annonce un inconnu qui exige de me rencontrer. Il m'a trouvé. Et comment? Et pourquoi? Il a le visage fermé, les narines frémissantes. Ah, je voulais me rendre compte par moi-même. Il disait la vérité, et vous êtes un menteur. Ah, j'aurais jamais cru ça. Je croise Lucien, rue de Paris, au mois d'août. Lucien Caz, un collègue d'autrefois. Jacques qui m'appelle. Eh ben, imagine-toi que j'ai entendu parler de toi à mon cours. Une voisine à toi, la femme d'un docteur. La femme d'un docteur, lui. Je connais pas de docteur chez moi, et encore moins de femme de docteur. Si, je te le dis, il me répond, c'est la femme qui me l'a dit. Je voulais pas le croire. Son histoire de femme de docteur, ça tenait pas debout. Alors j'ai fait ma petite enquête. Rien à la page médecin. Lucien se trompe. Là-dessus, je dis, vous êtes rentré de vacances. Je vous suis. Vous entrez dans ce grand bâtiment des gens de mer. Et vous n'êtes pas ressorti. Vendredi, je vous suis encore. Et vous y retournez. J'attends un peu et je demande à quelqu'un si vous connaissez. Le docteur, il doit être en consultation. Tout samedi, tout dimanche, j'ai pensé. Vous étiez au-dessus de ma tête. Et son histoire de thèse, je me disais, il me roule dans la farine. Aujourd'hui, j'ai voulu en avoir le cœur net. Je vois clair maintenant. Votre travail sur les balles à travers les âges, c'était du vent alors, hein? Je comprends pas pourquoi, moi. Vous m'avez jamais rien donné à lire. Ce que j'ai pu être bête. Toutes ces promesses que vous m'avez faites, hein. J'avais confiance en vous. J'aimais croire en mon voisin. En qui voulez-vous que je croie maintenant? Non. Non, je comprendrai jamais toutes ces cachotteries, ces inventions, ces mystères que vous faites. Ça me dépasse. Oh, je sais pas ce que je vous ferai, tiens. Fautésard, bavard, fouilleur de poubelles, ouais. Bah, c'est là-dessus avant. Me disait, on va pas discuter pour ça. Penses-tu? Que de la méchanceté. Faux médecin, oui. Mal poli. Menteur. Menteur.
Je n'ai pas revu depuis notre dispute au centre médical mon voisin. Nous nous évitons soigneusement. Nos portes respectives claquent à distance, comme des alarmes, et nous mettent à l'abri l'un de l'autre. Nous hâtons ou retenons notre pas selon l'occasion. Nous portons l'art de l'esquive à un degré inégalé. Les coups qu'il me porte sont comme toujours d'un autre ordre. Je l'entends plus que jamais. Je considère même comme une mesure de rétorsion de sa part l'augmentation sensible du volume sonore sous mes pieds. Je ne doute pas qu'il cherche par tous les moyens à me faire subir les pires vexations. L'événement qui allait suivre me confirmerait que je n'inventais pas les menaces fantaisistes. C'était un dimanche matin. Les coups cadençaient au carreau, mais plus forts que d'ordinaire, comme frappés par une brute, plus nombreux, insistants. Je me montre à la fenêtre. Je surplombe deux crânes penchés dans l'attente d'une réponse. J'aperçois un instant où les deux compères se voûtent pour se glisser par la porte basse, un fusil. Je ne mens pas, je n'invente pas. Je vois bien une carabine de chasse au canon cassé sous le bras tranquille d'un athlète de foire. C'est fini. Les voix se taisent. La porte basse grince. Je me redresse, juste le temps de voir s'éloigner les têtes. Je me penche. Le fusil. Plus de fusil. Ai-je cru voir un fusil tout à l'heure? L'arme est sous mes pieds. Ces chevrotines me sont destinées. Tout doux, Géo. Tu te montes la tête. Tu donnes dans l'épopée, la tragédie. Mes mains en tremblent encore. Quand j'ai revu M. Émile, il semblait avoir oublié nos précédentes conversations. Je me dis que le plus sage serait peut-être de profiter de cette accalmie dans nos relations pour régler définitivement la question de ma fausse thèse. Qu'enfin le malentendu soit levé entre deux personnes raisonnables et disposées à une mutuelle bienveillance. J'ai à peine commencé mon allusion qu'il prend un air détaché et souverain. « Oh, n'en parlons plus, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. À propos, j'avais une offre à vous faire. Oui, une offre. J'aimerais vous inviter, madame et vous, samedi soir,
au casino d'Étretat, soirée dans le centre, bal autrement dit, avec orchestre, des amis à moi, entrée gratis. Et puis à la fin, je vais faire un bœuf avec les copains. Oh, ça sera quelque chose. Il faut que vous voyiez ça au moins une fois dans votre vie, hein. Que vous participiez à ça une fois dans votre vie. Une fois dans ma vie. C'est l'ancien prince de la danse qui me parle, sûr de lui. Alors, oui, nous irons voir et danser. Célestine a consacré l'après-midi de ce samedi à des essayages, comme si cette soirée dans un club bien huppé revêtait l'importance d'un bal des débutants. Plus tôt que prévu, notre voisin nous hèle depuis la rue. Il nous attend, il nous presse, il tient à être en avance. Il nous conduira dans la mauve et vénérable quatraine de son oncle. Embarquons. Notre voisin s'agite comme un capitaine tenu par un horaire de marée. Appareillons, et vite! L'allure modeste de notre carriole ne nous empêche pas d'arriver largement en avance. Monsieur Émile ne cherche même pas à nous entraîner vers le casino. Au contraire. Oh, faisons quelques pas le long de la plage. Je voulais revoir les falaises avant la nuit. Et puis, j'aime bien sentir l'atmosphère qui précède une grande fête. Sur la place qui s'étend au-delà des terrasses des restaurants, des groupes affluent. Des voitures tournent, cherchent en vain à se stationner, lâchent leurs volées joyeuses en habits de fête et repartent. Monsieur Émile saisit la poignée de son étui d'une main ferme. C'est par ici. L'entrée ne se fait pas du côté de la plage, mais par derrière, côté rue. Il se lance à l'assaut du grand escalier, nous ouvre le chemin. Il est déjà là-haut. Il file à droite. L'entrée du club, le sanctuaire de mon voisin. L'homme du sous-sol renaît sous nos yeux, plus droit, plus grand, plus ample, sûr de lui dans ses chaussures pointues, ses chaussures noires et brillantes de danseur. Il est beau, il est lumineux. Il faut attirer, arrimer quelques danseurs sur la piste, créer l'ambiance. On s'observe, on circule, chacun cherche sa place, achève une conversation, puis le ton monte, la petite foule grossit et se trémousse, applaudit un solo de clarinette. L'orchestre soulève maintenant l'enthousiasme avec un cycle d'air sud-américain. Monsieur Émile entre dans la danse et agrippe une partenaire avec un naturel confondant. Le corps tout entier s'emballe, glisse, glisse, pied droit, pied gauche, glisse, glisse. Il est minuit passé. Je vous emprunte, madame. Célestine est déjà partie au bras de cet homme. Je ne sais plus que penser de ce petit bonhomme orgueilleux. Il a rêvé sa vie. Il s'est cru investi d'un pouvoir chorégraphique imaginaire sur le monde. Du moins, son petit monde. Ce petit monde qui se réunit le soir pour danser. Il m'a fait danser, pense-t-il. Il en est fier, et moi, où l'ai-je mené au long de ces 2 années de voisinage? Il danse loin déjà, grands enjambées cadencés. Dernière mesure, dernière parade, tout s'éteint dans un grand souffle. Célestine revient vers moi, dans notre box, épuisée et radieuse, conduite par monsieur Émile, qui me défie d'un regard noir, comme un voyou argentin. Il a tenu son rôle et son rang. Il voulait que je sache enfin à qui j'avais affaire.
particulièrement le soir. Ce grand silence snooké, cette immobilité snooké. Nous nous surprenons, Célestine et moi, à tendre l'oreille vers le sol. Et si nos pas font craquer le parquet, nous suspendons un instant